L'histoire de Prince de France, tome 1. Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une fanfiction Harry Potter. Écrit par Kellerus, narration Claudine Abdelkader, une production du studio Kali Records. Un commentaire, un like, un abonnement soutiendrait énormément la chaîne. Maintenant que c'est dit, place à l'histoire. Chapitre 4. Le bal des révélations, là où tout commença. Le bal d'honneur du prince de France n'avait rien d'une réception ordinaire. Tout en lui respirait l'exception, l'histoire et la puissance d'une lignée royale qui n'avait jamais fléchi. La galerie des glaces, déjà mythique en temps normal, avait été transformée en un lieu hors du temps. Les murs, grâce à des sortilèges d'extension et des runes anciennes gravées par René Descartes lui-même, semblaient s'étirer à l'infini. Le plafond était devenu un ciel nocturne enchanté, constellé d'étoiles mouvantes et de comètes lumineuses qui traversaient la voûte en silence. Des statues de glace et de cristal finement sculptées représentaient les grands rois et reines du passé, figés dans des postures d'éternité. Henri V de Valois, Robert III, mais aussi Catherine de Médicis et même Robert le Pieux. Aux extrémités de la galerie, d'immenses tables débordaient de mets magiques, réapprovisionnées par enchantement sans jamais s'épuiser. Le centre, lui, était laissé libre pour les danses et les cérémonies. La musique qui emplissait l'air était interprétée par l'orchestre de l'Opéra Royal de Paris. Et à sa tête, dirigeant chaque note avec un raffinement presque spectral, se trouvait le fantôme de Jean-Baptiste Lully en personne. Ces musiciens, certains vivants, d'autres revenant d'une époque révolue, faisaient résonner non seulement les airs français classiques, mais aussi des symphonies venues d'autres contrées magiques. Des fugues de Bach, réarrangées par des sorciers allemands, des valses moldavo-magiques, issues des Carpates, des compositions plus modernes, signées Marc Reift, un craquemolle suisse dont la musique avait su franchir les siècles malgré les préjugés. Mais ce qui frappait le plus n'était ni les enchantements, ni les musiques, mais la foule elle-même. Jamais, même dans les plus grandes cours européennes, on n'avait réuni une telle diversité d'invités. L'Égypte avait envoyé son pharaon consort Horus et son jeune fils, Ahmès, héritier d'une lignée qui se disait bénie par Ra. Le Japon avait dépêché le prince Akihito, en personne. De Chine était venu le prince Zaifeng Aizis Gyoro, accompagné d'une délégation d'alchimistes taoïstes. On pouvait voir le tsarevitch Alexei Romanov, héritier de Russie, converser poliment avec le prince Louis-Ferdinand Hohenzollern, descendant de l'Empire allemand magique. Et là-bas, près d'un grand miroir, le cousin autrichien d'Harry, le prince héritier Sébastien Habsbourg-Lorraine, observait la foule d'un air mi-curieux, mi-méfiant. Partout, les grands noms de la magie mondiale se croisaient. Noblesse de sang, héritiers de dynasties séculaires, dirigeants de puissances étrangères, chacun drapé dans sa gloire. Les descendants capétiens, innombrables, se déplaçaient avec l'assurance de ceux qui savaient qu'ils n'avaient à s'incliner devant personne d'autre que Louis XIX et Catherine. Et bien sûr, le clou de la soirée, la première apparition en public du prince héritier Adrien Louis-Nicolas de Valois, connu dans une autre vie comme Harry James Potter. Harry s'était approché timidement de ses parents, qui trônaient sur leur siège majestueux,
dominant la galerie. Catherine, radieuse dans sa robe brodée de lys enchantés, posa aussitôt ses yeux sur son fils et remarqua ses joues rosies d'un mélange de trac et d'émotion. « Un problème, mon chéri ?» demanda la reine d'une voix adoucie, presque maternelle, malgré la solennité ambiante. Harry leva ses grands yeux innocents vers sa mère, ses lèvres tremblant légèrement avant qu'il ne réponde d'une voix timide. « Je ne sais pas comment me mêler aux gens. » Louis, assis à côté de Catherine, ne put retenir un léger ricanement. Lui, qui avait toujours été audacieux et le premier à entamer la conversation dans sa jeunesse, voyait son fils unique paralysé par la foule. Il soupira doucement, comprenant que c'était aussi sa propre faute. Trop protégé, trop choyé, Adrien avait grandi loin de la brutalité des interactions politiques. Catherine, elle, écarquilla légèrement les yeux, attendrie. Elle fit signe à Harry de s'approcher. Lorsqu'il fut assez près, elle l'étreignit tendrement avant de déposer un doux baiser sur son front. « Les invités ont emmené leurs enfants, et je suis certaine que tu sauras te faire des amis parmi eux, » murmura la reine tout bas, pour n'être entendue que par son fils. « Et n'oublie pas, tes cousins et cousines sont là, eux aussi. Ils seront ravis de te présenter à leurs amis. » Harry hocha timidement la tête et se blottit contre elle, cherchant un peu de réconfort sous les regards amusés de son père et de son chambellan. Quelques secondes plus tard, une silhouette imposante s'approcha. Le duc Aurélien Malfoy, surintendant des finances du royaume de France. À ses côtés marchait un garçon aux traits élégants, légèrement plus âgé qu'Harry. Après s'être incliné respectueusement devant la famille royale, Aurélien prit la parole d'un ton cordial. « Vos Altesses, permettez-moi de vous présenter mon fils, Valentin, âgé de 8 ans. J'ose espérer qu'il pourra développer une relation de confiance et d'amitié avec votre fils, tout comme moi-même, ai su servir cette maison. » « Enchanté, » dit simplement Valentin, un léger sourire charmeur aux lèvres. Louis et Catherine échangèrent un regard complice avant d'acquiescer. Le roi posa son regard sur son fils. « Harry, pourquoi ne pas aller découvrir les autres invités avec Valentin ? Il te fera rencontrer des enfants de ton âge. »« D'accord, père, » répondit Harry dans un souffle. Il suivit Valentin qui l'entraîna doucement vers la foule déjà animée, sous l'œil vigilant du chambellan qui se tenait toujours quelques pas derrière. Il marchait lentement, traversant ce qui ressemblait à une mer mouvante de soie, de capes précieuses, de plumes et de joyaux. Autour d'eux, les conversations en français, en anglais, en japonais ou en arabe s'entremêlaient, créant une cacophonie élégante et fascinante. « Je vais te présenter à mon cousin et au reste de ses amis. Ce n'est pas facile de trouver des enfants de notre âge ici. » murmura Valentin, tout en esquivant un serviteur portant un plateau d'argent couvert de coupes en cristal. Harry ricana doucement avant de le suivre à travers la foule. Ils passèrent devant plusieurs groupes d'invités plus âgés, de jeunes héritiers adolescents déjà plongés dans des discussions politiques, des enfants plus jeunes qui n'osaient même pas lever les yeux vers le prince héritier, et des adultes dont les regards suivaient chacun de ses pas avec une curiosité mêlée de respect. Après 5 minutes à serpenter dans les allées de la galerie, ils parvinrent à un petit groupe d'enfants isolés près d'une statue de glace représentant Charlemagne. 6 garçons et 4 filles étaient rassemblés, leurs visages se figeant dès qu'ils aperçurent Harry et Valentin. Le silence tomba, et certains blêmirent légèrement. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que le prince héritier s'avance directement vers eux. Valentin prit alors la parole avec un petit sourire malicieux. « Adrien, je te présente mon cousin, Draco Malfoy. » Il désigna un petit garçon aux cheveux blonds platine, impeccablement coiffé et aux yeux gris métalliques. Draco s'inclina maladroitement, ses joues légèrement rosies. « Enchanté de faire votre connaissance, votre grâce !» balbutia-t-il, manifestement intimidé. Harry secoua doucement la tête,
esquissant un sourire amical. Bien que j'apprécie cette preuve de courtoisie, il est inutile de vous incliner autant ou de m'appeler ainsi. Appelez-moi simplement Prince Adrien. Cela me suffira. Un léger murmure parcourut le groupe. La tension sembla retomber un peu, même si plusieurs enfants rougirent, embarrassés. Un garçon, à la peau hâlée, au regard profond et aux yeux d'un lavande troublant, s'avança légèrement. « Je m'appelle Blaise Zabini. Je suis ravie de faire votre connaissance. » Une fillette, à la mâchoire légèrement carrée, au visage vaguement renfrogné, se présenta à son tour d'une voix aiguë. « Je suis Pansy Parkinson. Ravie de vous rencontrer, Prince Adrien. »« Daphné Greengrass, enchantée. » répondit calmement une autre fille, au teint pâle, aux cheveux dorés tombant en cascades soyeuses. Ses yeux bleus, glacés, semblaient observer chaque détail avec une maturité inattendue. Un grand garçon brun, aux yeux noisettes, prit alors la parole avec un sourire chaleureux. « Mon nom est Thomas Notte Junior, mais vous pouvez m'appeler Thomas. »« Anna Abbott, contente de vous rencontrer, » ajouta une fillette blonde, au visage doux. « Et moi, je suis Susan Bones, sa meilleure amie, » enchaîna une brune aux yeux noisettes en souriant timidement. Enfin, un garçon aux cheveux d'un noir d'encre et aux yeux acier s'inclina élégamment. « Je me nomme Corvus Lestrange, et je suis honoré de vous rencontrer. » Harry hocha poliment la tête, ses yeux curieux se posant sur les deux derniers garçons qui, eux, n'avaient pas dit un mot. Draco esquissa un rictus amusé et fit un signe de tête en leur direction. Pas la peine d'attendre qu'ils se présentent. Ils en sont incapables. Voici Vincent Crabbe et Gregory Goyle. Les deux garçons, massifs et maladroits, se contentèrent de grogner un vague salut avant de s'incliner en même temps, déclenchant un petit rire contenu parmi les enfants. Harry leva légèrement un sourcil intrigué. « Vous n'êtes pas du royaume, je me trompe ?» demanda-t-il avec un brin de naïveté. Valentin intervint aussitôt, souriant légèrement. « Non, en effet, mon cousin Draco descend de la branche cadette anglaise des Malfoy. Les Malfoy. Quant à Corvus, il appartient à la branche britannique des Lestrangiers. Pour les autres, je n'en suis pas certain. » Daphné soupira avec un petit roulement d'yeux avant de prendre la parole. « Nous descendons tous d'anciennes familles nobles d'Angleterre. Pour la plupart, nous venons de familles comtales, sauf Thomas, dont le père est duc. » Harry hocha lentement la tête et tourna un regard interrogateur vers son chambellan, qui confirma d'un discret hochement de tête. Mais soudain, Draco ricana d'un ton sec. « Heureusement que Potter n'est pas là. Le connaissant, le garçon qui a survécu, pour notre plus grand malheur, aurait sûrement gâché la soirée en exigeant qu'on lui baise les pieds. »« Oh oui, je n'en peux plus de tous ces journaux qui ne parlent que de lui. » renchérit Thomas Notte en soupirant avec exaspération. Harry fronça légèrement les sourcils, perdu. Le nom lui disait quelque chose, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ils en parlaient avec un tel mépris. Que se passe-t-il avec Harry Potter ? demanda-t-il d'une voix un peu hésidante, son regard passant d'un visage à l'autre. Daphné étouffa un petit rire amusé avant de répondre avec un dédain parfaitement aristocratique. La Gazette du Sorcier ne cesse de publier des articles ridicules sur les Potter et leurs soi-disant fils miracles. Chaque jour, on y apprend des absurdités. Ce qu'il a mangé, comment il a souri en public, jusqu'à la couleur de ses chaussettes. À croire qu'ils veulent le transformer en idole nationale. Sans compter qu'il est arrogant et suffisant comme jamais. Il se croit supérieur à tout le monde et n'arrête pas de nous accuser de mange-morts simplement parce qu'on refuse de s'abaisser devant lui. Et je ne parle même pas de ses mauvaises fréquentations, ajouta Blaise Zabini, son expression marquée par un profond dégoût. « Les Weasley !» cracha presque Draco. «
ses yeux acier lançant des éclairs. Des traîtres à leur sang, qui courent après les faveurs et l'argent. Ils ont perdu leur siège au Magenmago quand ils ont refusé de dénoncer et de bannir leurs ancêtres, Septimus Weasley. Ce rouquin a osé tromper ma grande-tante parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Puis, il s'est marié avec la première venue et lui a fait une ribambelle d'enfants avant d'abandonner ma pauvre grande-tante, qui a fini par mettre fin à ses jours. Un silence s'abattit quelques secondes, même les plus jeunes comprenant la gravité de ce récit. Harry écarquilla légèrement les yeux. Il avait déjà entendu vaguement ce nom, Weasley, mais ne connaissait rien de cette histoire. Cela veut-il dire que, si les Weasley venaient à dénoncer leur ancêtre, ils pourraient récupérer leur titre ? Demanda-t-il, sincèrement intrigué. Susan Bones hocha doucement la tête, prenant un air sérieux. Oui, s'ils venaient à dénoncer Septimus Weasley et le bannir officiellement de leur arbre familial, alors ils pourraient récupérer leurs titres, leurs terres, leurs actifs, et même leurs droits au Magenmago. En tout cas, c'est ce que ma tante m'a dit, expliqua-t-elle, faisant bien sûr référence à Amelia Bones. Fiers comme ils sont, ça n'arrivera jamais, intervint Pansy d'une voix hautaine, en s'accrochant aussitôt au bras de Draco avec un sourire satisfait. Et tant mieux pour nous. Ça évitera à des traîtres de se faufiler à nouveau parmi nous. Draco eut un mince sourire carnassier et hocha la tête en signe d'approbation, visiblement ravi de cette conclusion. Blaise, lui, croisa les bras avec un air de parfait dédain. Harry, un peu perplexe, se tourna vers son chambellan, qui confirma d'un discret signe de tête la véracité des propos. Mais il n'eut pas le temps de poser d'autres questions. Son regard fut attiré par 3 silhouettes qui s'approchaient tranquillement du groupe. Le premier était un grand garçon blond, aux yeux rieurs, au port déjà assuré comme un futur noble. À ses côtés marchait un grand brun à la mine renfrognée et à la dentition légèrement irrégulière, l'air un peu bourreux. Enfin, un petit blond aux yeux noisettes, le menton relevé, avec une pointe d'arrogance suivie d'un pas calculé. Les conversations cessèrent immédiatement, et le groupe d'enfants se retourna pour les accueillir. Le grand blond prit la parole en premier, s'inclinant légèrement avec un clin d'œil amusé. « Permettez-moi de me présenter, je suis Cédric Diggory, votre grâce. »« Marcus Flint, fils du duc Janus Flint, enchanté », ajouta le grand brun d'une voix grave en hochant simplement la tête. Le petit blond prit alors la parole, lançant un regard noir à Cédric. « Zacharias Smith, véritable descendant d'Helga Poufsouffle, » déclara-t-il avec une insistance qui laissait deviner une rivalité bien ancrée. Cédric leva un sourcil et esquissa un sourire moqueur. « Cesse donc de rêver, Smith. Les gobelins ont prouvé il y a longtemps que nous, les Diggory, sommes les descendants du premier fils d'Helga. Les Smiths ne descendent que de sa fille, une lignée secondaire donc. » Zacharia fulmina, ses joues rougissant légèrement, mais il se contint. Il n'allait tout de même pas se ridiculiser devant le prince héritier de France et tous ses témoins. Les autres enfants ricanèrent discrètement, s'amusant de la joute verbale. Et alors que le petit groupe retrouvait son calme, une autre voix, plus douce mais ferme, s'éleva. « Puis-je me joindre à la conversation ?» Tous les regards se tournèrent vers un jeune garçon qui s'avançait avec assurance. Il avait à peu près le même âge qu'Harry, mais son port dégageait une dignité naturelle. Sa peau était finement bronzée, ses cheveux noirs de jais parfaitement lissés et ses yeux d'un vert profond brillaient d'un éclat à la fois vif et rieur. Il portait une tenue blanche brodée d'or, aux motifs évoquant le soleil et les lotus sacrés. Tous, sauf Harry, s'inclinèrent instinctivement. Blaise, Pansy, Draco et même Cédric s'inclinèrent profondément, reconnaissant immédiatement le rang de celui qui venait d'arriver. Harry, lui, resta immobile, curieux. Il comprit en un instant qu'il avait devant lui quelqu'un d'égal,
pas d'inférieur ni de supérieur. Je suis Ahmès Narmer, fils du pharaon Ptolémée XXVI d'Égypte, dit-il avec un sourire franc. J'espère que nous pourrons faire plus ample connaissance. Un murmure parcourut le groupe. Un prince, un autre héritier, comme Adrien. Harry inclina légèrement la tête avec un sourire poli. Enchanté, Ahmès. Je suis Adrien Louis-Nicolas de Valois. Je sais, répondit Ahmès dans un souffle amusé. Ton nom résonne déjà dans bien des temples. Il y eut un léger flottement, comme si le temps s'était suspendu un instant. Les enfants, fascinés, retenaient presque leur souffle. Ils venaient d'assister à la rencontre de deux des plus grands héritiers du monde magique. Les deux princes se sourirent en voyant les regards choqués des autres enfants. Sans doute n'avaient-ils pas l'habitude de voir autant de royauté rassemblées devant eux. Rapidement, les présentations reprirent, chacun s'inclinant encore et encore, presque maladroitement, sous les ricanements amusés d'Harry et d'Ahmès. « Comment trouvez-vous la France » demanda soudain Cédric, sincèrement intrigué par l'Égypte et ses mystères. Ahmès sembla réfléchir une seconde, son regard vert pétillant d'une douce malice, puis il répondit calmement. « J'aime beaucoup la France, c'est très grand et surtout, il y a des fleurs partout. J'aime les fleurs, comme mon Haman. Cependant, je préfère le climat d'Égypte. Il y fait plus chaud, plus sec, et le ciel y est d'un bleu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. » Harry haussa un sourcil en entendant ce mot étrange. « Ama, qu'est-ce donc » demanda-t-il intrigué. Les yeux d'Ahmès s'illuminèrent, un sourire tendre éclairant son visage. Il pointa du doigt un jeune homme d'une vingtaine d'années qui, non loin, les observait avec un regard attendri. « C'est mon... comment dit-on en français ? Ah oui, mon porteur, expliqua-t-il fièrement. « Porteur » répéta Anna Abbott, perplexe. Étant une sans-mêlée, elle n'avait jamais entendu ce terme dans un contexte sorcier. Marcus Flint, qui jusque-là avait gardé le silence, se redressa légèrement et intervint avec assurance, comme s'il récitait une leçon qu'on lui avait inculquée dès l'enfance. Contrairement aux moldus, les sorciers de sexe masculin ont la capacité d'enfanter grâce à la magie. Une poche embryonnaire est créée, par enchantement, dans le corps, le temps de la gestation. Lorsque l'enfant est prêt à naître, un canal magique se forme entre les parties génitales et le rectum du porteur. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'un porteur va accoucher. Et pour le reste, c'est similaire à un accouchement normal. Il marqua une légère pause, l'air légèrement hautain, avant d'ajouter d'un ton un peu moins rigide « C'est mon cas, mon père Janus Flint est l'alpha, et mon porteur est Marius Flint. » Anna ouvrit de grands yeux, visiblement surprise par cette révélation. « Alors, c'est totalement accepté dans la société ? Je veux dire, les relations entre personnes du même genre ?» Marcus eut un petit ricanement amer, secouant la tête. « Malheureusement non. Le problème vient toujours des nés moldus. Et ils arrivent dans notre monde avec tous leurs préjugés absurdes, hérités de leurs parents et de leur société arriérée. Ils passent leur temps à dire que l'homosexualité est un péché ou une maladie, qu'elle doit être condamnée. Et à cause d'eux, certains milieux sorciers ont commencé à se méfier. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nés moldus sont rejetés par notre aristocratie. » Son regard se fit plus sombre encore. Par exemple, Lily Potter est profondément homophobe, au point de refuser que les meilleurs amis de son mari approchent son fils. Sirius Black et Remus Lupin sont en couple, et ça la dégoûte. On dit même qu'elle et son mari se disputent souvent à ce sujet. Ahmès écarquilla les yeux, choqué, et Harry fronça les sourcils. « On n'a pas ce problème chez nous, » répondit aussitôt Ahmès, un peu plus fermement. « En Égypte, l'homosexualité existe depuis l'aube des temps. Même nos dieux sont bisexuels. Osiris, Seth, Ra. Tous ont aimé des hommes et des femmes. Lorsque les non-mages entrent dans notre monde, nous les éduquons immédiatement pour éviter ce genre de préjugés.
C'est pareil dans tout le dominion français, enchaîna Harry, hochant la tête. On éduque les moldus dès leur plus tendre enfance, avant qu'ils ne s'imprègnent de leur culture ignorante. Le ministère de l'Éducation et de l'Enfance est chargé de repérer les nés moldus dès l'âge de 6 ans. S'ils grandissent dans une famille indigne ou maltraitante, les parents sont éliminés et les enfants placés dans des familles d'adoption magique. Un silence glacé suivit cette déclaration. Les jeunes Anglais se figèrent, les yeux écarquillés. Cédric fronça les sourcils, visiblement troublé par cette façon de faire. « Ça ne te paraît pas un peu barbare de tuer les parents moldus » demanda-t-il prudemment. Harry soutint calmement son regard. « Tout dépend du point de vue qu'on adopte. Nous avons découvert que la plupart des moldus qui ont des enfants magiques sont en réalité des craquemolles. Donc, ils sont déjà liés au monde magique. Dans le dominion français, la maltraitance d'un enfant magique est un crime puni par la peine de mort. On ne fait qu'appliquer la loi. » Ahmès hocha lentement la tête, ses traits impassibles. C'est exactement la même chose en Égypte. Sauf que chez nous, nous ne les tuons pas directement. Nous les capturons, puis nous les momifions vivants pour qu'ils soient présentés devant Osiris. C'est lui qui juge leurs âmes. Cette fois, un frisson parcourut le petit groupe. Anna pâlit légèrement, Suzanne détourna le regard, et même Blaise sembla mal à l'aise. Harry, en revanche, resta stoïque. Il comprenait, il acceptait cette logique. Les traditions diffèrent, mais l'objectif est le même, conclut-il doucement. Protéger nos enfants et notre monde. Aucun des enfants anglais ne trouva quoi répondre. Ils étaient fascinés, horrifiés et intrigués tout à la fois. Ahmès reprit un air plus léger, comme pour briser la tension. Mais je préfère parler de choses plus agréables. La fête est magnifique et je suis sûre qu'il y a encore tant à découvrir. Peu à peu, les conversations reprirent sur des sujets plus légers. Les palais, les coutumes, les gourmandises françaises et égyptiennes. Les rires revinrent timidement, même si l'ombre de ce qui venait d'être dit planait encore dans l'air. Non loin, Gérard de Montan observait toujours son jeune prince avec un léger sourire. Quant à Horus, l'ombre élégante qui suivait Ahmès, il échangea un bref regard entendu avec le chambellan français. Les deux adultes savaient que ces enfants venaient d'avoir un aperçu de ce qui distinguait vraiment la France et l'Égypte de la Grande-Bretagne. Quelques minutes plus tard, Harry, après avoir conversé avec les premiers enfants qu'il avait rencontrés, décida d'explorer davantage. Il voulait découvrir d'autres visages, d'autres personnalités. Ses pas, mesurés et timides, le menèrent vers un autre petit groupe, légèrement en retrait du reste des convives. Cette fois, les enfants semblaient un peu plus âgés que lui, mais leur port, leurs vêtements et leur attitude trahissaient leur appartenance aux plus vieilles lignées de France. Ils étaient 4, et à leur vue, même un regard d'enfant pouvait deviner leur rang. Le premier était un garçon à la chevelure d'ébène, dont les mèches impeccables encadraient un visage à la fois froid et assuré. Ses yeux d'un acier profond ne laissaient rien transparaître. À ses côtés se tenait un autre garçon, brun, aux yeux bleus, dont le port droit et la façon d'observer la foule trahissaient une éducation stricte. Puis, il y avait 2 filles. L'une, plus âgée que les 2 autres garçons, portait une longue chevelure blonde comme un rayon de blé sous le soleil. Et ses yeux verts scintillaient d'une intelligence vive. L'autre, tout aussi blonde, avait des yeux d'un bleu limpide et une beauté déjà saisissante pour son âge. Harry mit quelques instants à les identifier, avant de se souvenir des visages vus dans les livres de représentation des grandes maisons. Orion le Noir, Robert l'Étranger, Victoria de la Rochefaucon et Fleur de la Cour. Dès qu'ils le virent approcher, une sorte de silence respectueux s'installa parmi eux.
Les 4 enfants échangèrent un regard rapide, puis ils s'inclinèrent presque d'un seul mouvement, comme s'ils avaient répété ce geste des centaines de fois. « Mon prince, nous sommes ravis de faire votre connaissance », dirent-ils tous, tour à tour, leur voix empreinte d'une politesse parfaite, presque cérémonielle. Harry eut un léger mouvement de recul. Bien qu'habitué à ce genre de révérence depuis 6 ans, il ressentait toujours une gêne face aux enfants. Leur manière de s'incliner comme le faisaient les adultes le mettait mal à l'aise. Son regard chercha instinctivement Gérard, son fidèle chambellan, qui se tenait toujours à quelques pas de lui, silencieux mais attentif. Le majordome comprit aussitôt le trouble de son jeune prince et intervint d'une voix douce mais ferme. « Sa grâce n'a point l'habitude de rencontrer des enfants en dehors du cercle familial restreint. De ce fait, il serait préférable de simplement l'appeler prince Adrien, sans multiplier les titres, afin de le mettre plus à l'aise. » Puis il s'inclina légèrement et recula, laissant Harry gérer la suite. Le jeune prince baissa un instant les yeux, comme pour se donner du courage. Puis il releva son visage avec un léger sourire timide. « Gérard a raison, » murmura-t-il. « Je préférerais que vous me parliez simplement en m'appelant prince Adrien, et rien d'autre. Inutile de vous incliner à chaque fois, je n'aime pas cette distance entre nous. D'accord ?» Les enfants échangèrent un rapide regard, surpris par tant de simplicité. Puis ils hochèrent la tête en souriant, et cette fois la tension parut s'adoucir. « Orion le Noir », dit le garçon aux yeux d'acier en s'inclinant légèrement, mais avec moins de rigidité cette fois. « Robert l'Estrangier », continua l'autre garçon brun d'une voix calme. « Victoria de la Rochefaucon », ajouta la jeune fille au regard vert, sa voix douce et parfaitement posée. « Fleur de la cour », termina la dernière avec un sourire lumineux qui dévoilait déjà une élégance naturelle, presque surnaturelle. Harry leur rendit un sourire sincère et engagea une petite conversation, leur posant des questions sur leur famille, leur âge et sur ce qu'ils pensaient du bal. Rapidement, il comprit qu'ils étaient tous liés de près au cabinet royal de France et qu'ils faisaient partie des héritiers de ses plus proches conseillers. Ils avaient grandi dans les mêmes cercles et se connaissaient depuis longtemps, ce qui rendait leur complicité évidente. Harry s'efforça d'être aimable, mais il se sentit malgré tout légèrement étranger à ce groupe. Leur façon de parler, bien qu'empreinte de respect, gardait une distance. Il y avait entre eux une histoire qu'ils ne partageaient pas encore. Au bout de quelques minutes, il décida donc de poursuivre ses rencontres. Ne voyant pas d'autres enfants dans les parages immédiats, il se tourna vers une présence plus rassurante, plus familière, son parrain. Nicolas Flamel se trouvait non loin de là, en pleine discussion avec plusieurs hommes d'un certain âge, tous debout dans un cercle informel, tenant des coupes de cristal où scintillait un vin pétillant d'une teinte légèrement dorée. Même de loin, Harry reconnut des visages connus, qui appartenaient à l'histoire vivante du monde magique. Il identifia immédiatement Albus Dumbledore, l'homme à la longue barbe argentée qu'il avait un jour emmené loin de Godric's Hollow pour le confier à la famille royale. Pour Harry, Dumbledore n'était pas seulement le grand Manitou de la Confédération internationale des sorciers, il était comme un grand-père de cœur. À ses côtés, il aperçut Akihito, l'héritier du trône de Chrysanthème, vêtu d'un kimono de soie noire brodé d'or, ainsi que sa tante, la reine Antoinette Habsbourg-Lorraine d'Autriche, dont l'élégance austère contrastait avec la douceur de son sourire. Un autre visage familier, le tsarévitch Alexeï Romanov de Russie, à la stature imposante et au port militaire. Mais 2 autres hommes lui étaient inconnus. L'un, quinquagénaire, portait un chapeau melon et semblait mal à l'aise, presque gauche au milieu de cette assemblée raffinée. L'autre, bien plus âgé, un nonagénaire, s'appuyait sur une canne ouvragée,
son costume vert feuille détonnant légèrement dans l'ensemble. Ses yeux vifs, malgré l'âge, lançaient des éclairs de désapprobation en direction de l'homme au chapeau melon. Nicolas Flamel remarqua aussitôt son filleul, qui approchait, et son visage s'illumina d'un sourire bienveillant. Il leva légèrement la main pour inviter Harry à se joindre au groupe. « Mes chers amis, dit-il d'une voix chaleureuse, permettez-moi de vous présenter mon filleul et héritier, le prince Adrien, que j'appelle affectueusement Harry. » Tous se tournèrent vers le jeune prince. Certains s'inclinèrent légèrement, d'autres se contentèrent d'un signe de tête respectueux. Albus Dumbledore, lui, laissa apparaître un léger sourire au coin des lèvres. « Je ne pense pas avoir besoin de me présenter, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton malicieusement doux. Harry éclata d'un rire cristallin et secoua la tête. Non, il n'avait nul besoin de se présenter. Ce fut ensuite un grand homme russe, à la voix grave, qui s'avança légèrement et parla d'un ton empreint d'un fort accent du Nord. « Enchanté de faire votre connaissance, prince Harry. Je suis le prince Alexei Romanov. Au nom de mon père et du reste de ma famille, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire. » Harry inclina poliment la tête, impressionné par l'aura imposante de l'homme. Son regard se tourna ensuite vers une femme au regard vert perçant, mais dont le visage exprimait une douceur sincère. « Je suis ravie de faire enfin ta connaissance, Harry. Il était grand temps que nous nous rencontrions, » dit Antoinette Armsbourg-Lorraine avec un sourire tendre. Harry répondit par un grand sourire, soulagé par cette familiarité. Puis ce fut au tour du prince japonais, qui s'inclina légèrement selon les coutumes de son pays. Ses gestes mesurés empreints d'une grâce naturelle. « Au nom de l'empire du soleil levant, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je suis le prince Akihito, » déclara-t-il avec un ton assuré et respectueux. Enfin, les deux hommes restants se décidèrent à se présenter. Voyant que le quinquagénaire semblait hésiter, balbutiant presque, le vieil homme au costume vert prit les devants d'une voix ferme et claire. « Je suis Niels O'Connell, ministre de la magie de la République d'Irlande. Ravi de faire ta connaissance, mon garçon, » dit-il avec un large sourire sincère. « Oh, oui, ravi de vous rencontrer, votre grâce. Je suis Cornelius Fudge, nouvellement ministre de la magie britannique, » ajouta enfin l'homme au chapeau melon, affichant un sourire maladroit. Harry le détailla un instant. Contrairement aux autres, Fudge semblait déplacé. Sa posture manquait d'assurance, son regard trahissait un mélange de nervosité et de calcul. À côté de ces figures imposantes et raffinées, il faisait figure de parvenu. Même les elfes de maison de Versailles paraissaient plus dignes que lui. Fudge, dans une tentative maladroite de conversation, osa une question. « Avez-vous déjà une idée de l'endroit où vous souhaiteriez étudier une fois l'âge de 11 ans atteint ?» demanda-t-il, une lueur d'espoir dans la voix. Nicolas fronça légèrement les sourcils, prêt à répondre, mais le vieil Irlandais le devança avec une véhémence glaciale. « Il ne rejoindra sûrement pas cette école pleine d'anglais, si c'est ce que vous insinuez. Plutôt mourir !» lança Niels O'Connell, son regard flamboyant foudroyant littéralement Fudge. Le ministre britannique se tourna vers lui outré. « Et quel est le problème avec Poudlard? C'est l'une des plus grandes… » Il n'eut pas le temps de terminer. Niels éclata d'un rire tonitruant, sans aucune retenue. « Une des plus grandes quoi? École? Non. Une des plus grandes poubelles, oui. Votre éducation est insuffisante, vos cursus sont mutilés et votre politique anti-magie noire est ridicule. Vous avez supprimé la magie de sang, la magie rituelle, la magie élémentaire, la magie défensive, offensive, noire, blanche et j'en passe. Un grand n'importe quoi. » Albus hocha lentement la tête, son expression peinée, confirmant les propos du ministre irlandais. « C'est malheureusement la vérité, » dit Dumbledore. « Par souci d'économie, le conseil d'administration de Poudlard a supprimé bon nombre de cursus. Simplement pour ne pas rémunérer
davantage de professeurs. Et le ministère, avec ses interdictions absurdes, a achevé le travail, mais je soupçonne qu'il y ait d'autres raisons. Il lança un regard appuyé à Fudge, qui déglutit. « Et quelle serait-elle » demanda ce dernier, la voix légèrement tremblante. « Selon moi, » dit Albus d'une voix lente et grave, « les membres du conseil cherchent à limiter l'accès à la magie au nez moldu. Ils ont même retiré le cursus d'étiquette et d'intégration du monde magique, qui était obligatoire pour eux, jusqu'à sa suppression en 1886. » Un silence glacé suivit ces paroles. Fudge écarquilla les yeux, puis rougit sous le poids de la honte. Il n'était même pas au courant d'un tel programme, et la révélation confirmait à tous sa médiocrité. Pour détendre l'atmosphère, Akihito reprit la parole, un léger sourire apaisant sur le visage. « Si vous le souhaitez, l'Académie de Maotokoro se ferait un plaisir de vous accueillir, mais, ajouta-t-il en échangeant un regard complice avec Nicolas, je crois deviner où votre futur lieu d'éducation sera décidé. » Nicolas, en homme avisé qui avait déjà vécu plus d'un millénaire, avait une bonne idée du lieu auquel faisait allusion le prince japonais. Il savait pertinemment qu'Akihito ne parlait pas de Maotokoro, ni même de Beauxbatons, mais d'une autre institution, bien plus sélective, dont le simple nom n'était murmuré qu'à voix basse par les plus grands érudits du monde magique. L'Académie primordiale. Une école dont la localisation demeurait secrète, n'acceptant que l'élite de l'élite, triant ses élèves selon des critères mystérieux, mêlant puissance magique brute, lignage et bénédiction divine. Nicolas lui-même y avait été professeur autrefois, dans une époque si reculée qu'aucun sorcier contemporain n'en avait la mémoire. Mais jamais il n'en parlerait ici, dans un tel cercle, au milieu de diplomates et de ministres. À quoi bon éveiller la curiosité d'oreilles indiscrètes? « Et quel lieu serait-ce » demanda soudain Antoinette, la reine d'Autriche, ramenant d'un mot toute l'attention sur Nicolas. Ses yeux verts brillaient d'une curiosité sincère. Un mince sourire étira les lèvres de l'alchimiste. Il mentit avec la fluidité d'un homme qui avait vécu trop longtemps pour être déstabilisé. « Voyons, l'Académie magique de Beauxbatons, bien entendu, » répondit-il avec un calme parfait et un grand sourire. Akihito inclina légèrement la tête, un éclat amusé traversant son regard. Il comprenait la subtilité de Nicolas. Tous deux savaient qu'il ne s'agissait pas de Beauxbatons, mais aucun n'en dit plus. « Il est vrai que Beauxbatons est une excellente école, » confirma Antoinette en souriant doucement, comme replongée dans ses souvenirs. « J'y ai moi-même été scolarisée autrefois. Elle a toujours su élever les jeunes esprits avec rigueur et raffinement. »« Et pourquoi ne pas rejoindre le collège de Draorc ?»« En Irlande, » proposa alors Niels O'Connell, le ministre irlandais, sa voix grave, pleine de fierté. « Nous avons des maîtres en magie rituelle qui surpassent encore la plupart des écoles européennes. » Mais à peine avait-il fini que Cornelius Fudge, qui semblait incapable de mesurer ses mots, éclata. « Pour qu'il soit entouré de léprechaunes stupides et de fées malpropres, hors de question !» Ces paroles résonnèrent comme une gifle dans le cercle. Un silence glacial tomba aussitôt. Les invités alentour se figèrent, incrédules face à une telle insulte diplomatique. « Espèce de » commença Niels, ses yeux lançant des éclairs et ses doigts crispés sur sa canne, comme s'il s'apprêtait à l'abattre sur le crâne du Britannique. Mais il s'interrompit net. Nicolas venait de lever un simple regard, mais empli d'une telle froideur, d'une telle autorité, qu'il glaça l'instant. Sa voix, posée, mais chargée d'une puissance silencieuse, coupa court à la querelle. « Cessez vos enfantillages. Adrien est parmi nous,
Et au cas où vous l'auriez oublié, il n'a que 6 ans. » Le ton n'était pas haut, mais il vibrait d'une menace à peine voilée. Même les chandelles autour d'eux semblèrent vaciller sous l'impact. Les 2 ministres, pris comme des enfants pris en faute, rougirent de honte et s'empressèrent de présenter des excuses maladroites, leur voix timide résonnant à peine. Autour d'eux, quelques invités étouffèrent des rires discrets. Dumbledore, lui, baissa légèrement la tête, masquant un sourire amusé dans sa barbe. Quant à Harry, il observait la scène avec une curiosité vive. Il avait particulièrement apprécié cette petite joute verbale. Voir 2 hommes puissants réduits au silence par un simple rappel de Nicolas lui montrait, encore une fois, l'autorité naturelle de son parrain. Nicolas reprit, son ton redevenu posé mais tranchant. Harry intégrera l'école de son choix, lorsqu'il sera temps, et pas avant. Si vous souhaitez lui proposer une place, alors adressez une invitation officielle au moment venu, ni plus, ni moins. Les 2 ministres hochèrent vivement la tête, penauds, déjà en train d'imaginer la lettre la plus flatteuse possible qu'ils feraient parvenir au jeune prince. Même Akihito, pourtant plus diplomate, garda le silence, se contentant d'un léger hochement de tête. Il savait qu'il était inutile d'insister. Nicolas avait clos la discussion. Quelques minutes plus tard, alors que les conversations reprenaient lentement, Harry grimaça légèrement. Un frisson le traversa, comme une vibration étrange dans sa poitrine. Nicolas, toujours attentif à la moindre réaction de son filleul, le remarqua aussitôt. Ses yeux d'alchimiste s'élargirent d'alerte. « Ça va commencer !» s'écria alors Nicolas, amplifiant sa voix d'un sonorus afin d'être entendu de tous. Immédiatement, les murmures se turent, les musiciens s'interrompirent et la lumière des lustres enchantés se tamisa, plongeant la galerie des glaces dans une clarté presque irréelle, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Harry fut conduit, presque porté, par une force invisible, jusqu'au centre exact de la galerie. Les invités formèrent un immense arc de cercle autour de lui. En première ligne, Louis et Catherine de Valois, majestueux et impassibles malgré l'inquiétude qui brillait au fond de leurs yeux. Derrière eux, les grands du royaume, puis les souverains étrangers, et enfin le reste des invités. Tous retenaient leur souffle. Pérenelle, qui s'était avancée lentement, se posta juste derrière Harry. Elle leva les mains comme pour bénir l'instant, et sa voix douce mais vibrante résonna dans toute la galerie. « Il est l'heure pour notre prince d'assumer son héritage. Que magie le bénisse !» À ces mots, la température sembla chuter brutalement. Une lumière blanche, si intense qu'elle en devenait presque douloureuse, jaillit du sol. Elle enveloppa Harry en un cocon étincelant, aveuglant l'assemblée. Certains invités reculèrent, d'autres mirent un bras devant leurs yeux. Puis, une mélodie douce, venue de nulle part, résonna. Ces paroles incompréhensibles n'appartenaient à aucune langue mortelle. Mais elles emplirent chaque cœur d'une joie pure et inexplicable. Lorsque la lumière s'atténua, les regards se tournèrent à nouveau vers le centre et un murmure de stupeur parcourut la galerie. Harry se tenait debout. Mais il n'était plus seulement un enfant. Derrière lui, 2 immenses ailes immaculées, blanches comme la neige, des sommets éternels, s'étaient déployées. Elles semblaient faites de lumière et de plumes véritables à la fois, émettant une faible lueur iridescente. Elles étaient si grandes qu'elles le dépassaient de 2 bonnes têtes, frémissant légèrement comme si elles respiraient. Louis, en voyant cela, écarquilla les yeux. Jamais, dans toute l'histoire de sa lignée, un tel signe n'était apparu.
Ce n'était pas seulement la bénédiction d'un noyau magique puissant, c'était autre chose. Et c'est alors que l'impensable se produisit. Devant Harry, une silhouette se matérialisa lentement. Une femme, mais pas une femme comme les autres. Elle était d'une beauté à couper le souffle, d'une élégance qui dépassait toute conception humaine. Sa longue robe semblait faite de poussière d'étoiles, chaque mouvement laissant derrière elle des traînées lumineuses. Sa peau était d'un bleu translucide, ses yeux deux astres vivants, et sa chevelure une cascade de constellations qui tourbillonnait doucement. Un murmure unanime traversait la foule. Tous savaient au fond d'eux qui elle était. Son nom n'avait plus été prononcé à voix haute depuis des siècles, mais il résonnait dans chaque cœur. Mère Magie. Même les moldus autrefois l'avaient connue, mais ils l'avaient déformée, travestie par leurs croyances, machistes, anti-magie. Ils l'avaient effacée de leur mémoire pour créer un dieu masculin tout-puissant, une trahison qui avait été la source d'un grand schisme entre le monde sorcier et les non-mages. Mère Magie s'agenouilla devant Harry. Elle prit délicatement son visage entre ses mains éthérées et déposa un baiser léger sur son front. Un frisson de pure énergie parcourut la salle. Puis, une autre silhouette apparut. Cette fois, l'atmosphère devint lourde, solennelle, presque oppressante. Un grand homme, nimbé d'ombres mouvantes, dont le visage restait dissimulé sous un voile noir, dans sa main droite, une immense faux dont la lame scintillait comme de l'obsidienne. Dans son autre main, il posait doucement sa paume sur l'épaule gauche d'Harry. Certains invités sentirent leur cœur s'arrêter. La mort elle-même venait de se manifester. Seuls Nicolas, Péronnelle et Dumbledore ne reculèrent pas. Eux, ils savaient. Ils savaient ce que signifiait une telle apparition. Harry n'était pas seulement béni, il était choisi. Après quelques secondes qui semblèrent durer une éternité, les deux entités disparurent, se dissipant dans un halo de lumière et d'ombre. Harry chancela, ses ailes frémirent une dernière fois, puis il s'effondra, inconscient. Un murmure de stupeur et de crainte parcourut la foule. Jamais un enfant ne s'était évanoui après la libération de son noyau magique, sauf ceux dont le noyau était si puissant qu'il dépassait les limites humaines. Louis et Catherine se précipitèrent, oubliant toute étiquette. Ils soulevèrent leur fils dans leurs bras, le visage marqué par l'inquiétude, et l'emmenèrent aussitôt dans ses appartements. Derrière eux, les festivités prirent fin dans un silence mêlé de peur et de fascination. Les invités restèrent figés, excités, troublés. Certains murmuraient des prières, d'autres échangeaient des regards terrifiés. Péronnelle et Nicolas se regardèrent longuement, en silence. Dans leurs yeux, la même pensée. Un souvenir ancien, oublié de tous. Un autre enfant, des siècles auparavant, avait provoqué la même apparition. Flashback. À cette époque, Nicolas Flamel n'était encore qu'un vieil homme dans la force de l'âge. Certes déjà respecté pour son génie en arithmancie et en alchimie, mais toujours mortel. À 78 ans, il venait tout juste d'achever la recherche la plus folle et la plus convoitée de tous les alchimistes, la pierre philosophale. Cette création n'avait pas été qu'un simple exploit intellectuel. C'était le résultat d'une quête longue de plusieurs décennies, d'innombrables nuits sans sommeil, de sacrifices personnels et d'études interdites dans les recoins les plus sombres des grimoires. Lorsqu'il parvint enfin à purifier la matière jusqu'à son état absolu,
à stabiliser l'énergie vitale dans un cristal parfait, il comprit qu'il venait de dépasser la condition humaine. Il fut le premier à boire une goutte de l'élixir de vie. Sa chair s'illumina d'une douce chaleur, ses rides semblèrent se lisser légèrement, et un sentiment de sérénité absolue l'envahit. Puis, il en donna à Pérenelle, sa compagne et confidente de toujours, celle qui avait soutenu son obsession malgré les années d'isolement. À cet instant, ils devinrent immortels. Ce fut un moment de gloire silencieuse, pas un triomphe crié au monde, mais une victoire intime, partagée uniquement entre deux âmes fusionnelles. Et pour fêter ce miracle, le couple décida de réaliser un rêve ancien, visiter les ruines sacrées de Delphes en Grèce. Ils voulaient y marcher comme de simples mortels curieux, observer les colonnes brisées où jadis les oracles rendaient leurs prophéties au grand roi. La mer Égée brillait sous le soleil lorsqu'ils arrivèrent. Delphes était silencieuse, presque trop silencieuse. Les ombres des colonnes antiques s'étiraient dans l'amphithéâtre déserté. Pérenelle, sensible au flux magique, frissonna. Elle sentit quelque chose, une présence différente. Et là, au centre exact de l'amphithéâtre, une vieille femme était assise, immobile comme une statue. Son visage était couvert d'un voile gris, ses mains osseuses reposant sur ses genoux. Elle semblait attendre. Lorsque Nicolas et Pérenelle pénétrèrent dans le cercle, elle tourna lentement la tête. Bien qu'aveugle, elle fixa Nicolas d'un regard qui n'en était pas un. Et sa voix profonde, vibrante, d'une puissance archaïque, résonna dans tout le lieu. Né à la fin du 7e mois, Julien, le maître de Thanatos renaîtra du sang de Magia. Sous ses ailes immaculées, il mènera les enfants de magie, d'une vie cachée à un âge d'or. Et par sa volonté, les hérétiques seront soumis, et magie régnera. Né à la fin du 7e mois, Julien, le maître de la mort sera roi. Sa voix résonnait comme un écho venu d'une autre dimension. Les mots semblaient se graver dans l'air, se répéter en boucle, comme une incarnation impossible à oublier. Puis, soudain, la vieille femme se figea. Un craquement sec résonna. Sa chair se désagrégea, littéralement aux poussières. Son voile tomba sur le sol. Et elle disparut, ne laissant derrière elle qu'un souffle glacé et un silence irréel. Nicolas et Pérenelle restèrent pétrifiés, le cœur battant, incapables de prononcer un mot. « Une prophétie » murmura Pérenelle blême. Nicolas mit quelques secondes à retrouver son souffle. Son esprit brillant comprenait déjà les implications. Un enfant, né à la fin du mois de juillet, portant en lui la marque de la mort et celle de la magie pure, un enfant qui unifierait ou détruirait. Ce jour-là, ils quittèrent Delphes, traumatisés, et jurèrent de ne jamais révéler cette prophétie. Mais jamais ils ne purent l'oublier. Elle hantait leur nuit, revenant encore et encore, comme une ombre suspendue au-dessus de l'avenir du monde. Fin du flashback. Dans la galerie des glaces, Nicolas et Pérenelle restèrent immobiles. L'image d'Harry, inconscient, entouré des ailes immaculées, l'apparition de Mère Magie et de la mort, tout s'alignait avec une précision effrayante. Pérenelle, la voix pleine d'émotion, osa enfin poser la question qui brûlait ses lèvres. « Est-ce l'heure ?» Nicolas hocha lentement la tête, ses yeux soudain graves comme la pierre. « Il semblerait, » murmura-t-il. « Il est temps pour le monde magique de reconquérir Tellus. » Autour d'eux,
Les invités commençaient déjà à murmurer, inconscients de l'ampleur réelle de ce qu'ils venaient de voir. Mais pour Nicolas et Péronnelle, c'était clair. Le destin venait de se mettre en marche. Vous venez d'écouter l'histoire du prince de France, tome 1, Adrien de Valois, celui qui fut Harry James Potter. Une histoire écrite par Kellerus. Si vous êtes intrigué par cet auteur, je vous invite à aller regarder son profil sur Patreon, le lien est en description. N'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds et je les lis avec plaisir. À très bientôt pour un nouveau chapitre.